5 erreurs relationnelles qui pourrissent les relations. On parle souvent de 5 erreurs à arrêter de commettre dans les relations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que on parle souvent de comment vivre des belles relations, comment mieux communiquer, comment améliorer ceci, cela, toujours dans un plus. Aujourd'hui, avec Megan, on va parler de Via Negativa et de quelles sont toutes les erreurs, toutes les conneries à arrêter de faire dans les relations. Alors, dans la relation de couple, déjà, ça va être le cœur de cette vidéo, mais tu peux l'appliquer à toutes les relations, puisque les erreurs relationnelles, elles sont extrêmement fréquentes, comme tu vas vite le voir. En gros, en résumé, c'est au lieu de te rajouter encore des trucs sur ton bureau qui est en bordel, on va te dire, tiens, peut-être que tu devrais enlever juste ça et voir si c'est déjà mieux. On en parle après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Alors avant de te parler des 5 erreurs à éviter, je vais te donner un petit peu de contexte sur d'où ça m'est venu quand on brainstormait avec Fabien. Je me suis dit, ah tiens, il faut leur dire ça. Et en gros, c'est qu'est-ce que j'ai appris depuis mes 10 années de relation avec ce loustic-là. Et en gros, de prime abord, il y en a 3 qui me venaient. Et notamment, le premier, c'était surtout ne faire aucune supposition. Aucune fucking supposition. Est-ce que tu as envie de détailler ? Ça rappelle un accord Toltec qui fait ne faites pas de suppositions. Et moi, ça m'a toujours paru très pertinent parce que, effectivement, quand je suppute quelque chose, quand je suppose quelque chose, ça n'est jamais la réalité. C'est souvent un fantasme qui ne se vérifie pas dans le réel. Pour autant, je ne peux pas m'empêcher de supposer. On a une machine à créer du sens ici qui ne fait que poser des hypothèses en oubliant que ce sont des hypothèses. Et du coup, il y a une ambivalence entre ne fais pas de suppositions et pourtant on est tout le temps en train d'en faire. Oui, et le pire, c'est qu'en faisant des suppositions, ça nous fait plus de mal à nous et plus de mal que de bien. Et en gros, ça empire la chose pour rien, en fait. Comme par exemple, Fabien est parti en week-end, il a oublié de m'envoyer un message pour dire qu'il était bien arrivé, et du coup, moi, je me fais tout un truc dans ma tête, et du coup, au final, lui, d'un élan de cœur, il m'appelle pour donner des news, et moi, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'as pas envoyé un message ? Voilà, ce genre de truc, de pas faire de suppositions, on sait pas. Par contre, toi, tu as une émotion et tu as même une intuition, peut-être, tu te dis, merde, peut-être il s'est passé un truc, parce que normalement, il m'appelle à chaque fois. Je peux faire ma supposition, mais je vais la vérifier dans le réel. Je vais venir checker l'autre, parce que ça arrive tout le temps. Je fais une supposition que l'autre, il est de mauvaise humeur. Je fais la supposition que l'autre, il veut pas faire la vaisselle. Je vais faire la supposition que mon ami, il veut pas me voir là aujourd'hui. Mais j'en sais rien, donc je vais vérifier. Je vais toquer à sa porte, je vais appeler, et on va demander à l'autre. On va dire, écoute, je sais pas, ça se trouve, c'est des conneries, posture basse. Ça se trouve, je me plante complètement, mais j'ai un malaise que j'aimerais t'exprimer pour checker comment c'est pour toi. Oui, c'est comme un autre exemple de la vie réelle. C'est quand on fait les trajets en voiture. Fabien est du genre à, comme il fait en vidéo, parler. Et moi, je n'arrive pas spécialement à discuter. Enfin, c'est juste, presque je ne dis rien et je laisse Fabien parler. Et pourtant, je l'écoute. Hein. Je regarde le paysage et je l'écoute. C'est juste que je sais pas quoi dire à ce moment-là. Et Fabien, lui, suppose que vu que je ne réponds pas, je ne dis rien, il peut supposer, ou en tout cas c'est des choses qu'il m'avait partagées, qu'en fait je m'en fous de ce qu'il dit ou que je ne l'écoute pas. Alors que si, c'est vrai. Et que du coup là la solution c'est d'en discuter. Donc c'est un retour qu'il m'a fait où il m'a dit écoute Megan, quand tu parles pas, moi j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Et du coup moi je lui dis non, c'est juste que je sais pas quoi dire en fait. Et voilà. C'est que pendant longtemps, effectivement, comme moi, je parle un peu. Tout petit peu. Et du coup, je te parle dans la voiture. Et effectivement, n'ayant pas de retour ou pas beaucoup, moi je me dis, en fait, elle s'en fout. C'est mon prisme va tout de suite sur cette narration, sur cette histoire-là, où je me raconte que c'est un truc qui m'appartient.
où je me raconte que je suis pas intéressant. Et du coup, je me projette sur toi que tu m'écoutes pas, c'est pas intéressant. Alors qu'en fait, quand j'ai vérifié, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 2 ans qu'on avait parlé de ça. Ça fait le pont avec l'énéagramme derrière, quand en fait tu m'as expliqué, mais Fabien, mais moi quand je suis en voiture, moi je regarde le paysage, je suis happé par le paysage parce que c'est beau. Et du coup, mon mental, il est dans les choux, et en fait, je dois me concentrer. Fabien, je ne peux pas faire 2 choses à la fois. Donc, si tu me demandes de mettre la musique, de mettre le GPS, et qu'en même temps, tu veux que je te réponde et tout, mais c'est pas possible pour moi. Donc, il y a besoin de faire du séquentiel. Et surtout, et des fois juste quand c'est le soir, par exemple, qu'on rentre de soirée ou qu'on rentre de je sais pas où, et qu'il est tard, ben, son mental, il fait dodo. Donc, faut pas que je m'attende à avoir une discussion endiablée comme on pourrait l'avoir dans un autre contexte. Oui. Mais c'est pas parce que je suis pas intéressant, ça n'a rien à voir avec ma supposition. Et le fait de comprendre ce qui se joue en elle sans, en lâchant mon truc, en allant dans le vivant chez toi, en gros en étant humble quelque part. Je ne sais pas pour toi, et on va en parler après d'ailleurs. En oubliant ma supposition et en te demandant, en fait, je vois que, bah ok, t'as un centre mental réprimé. Ah mais putain, c'est pour ça, moi ça m'a fait un... Ah ok, c'est pour ça que tu réponds pas. Putain, c'est parce que c'est dur pour toi d'aligner des mots et que c'est compliqué de parler, que ça demande de l'énergie et que t'en as pas. Ah, c'est ça. Et du coup, ça me fait cet effet-là et ça me fait prendre la situation dans un tout autre endroit et d'être beaucoup plus détendu. Et du coup, en fonction de cette info-là, ben moi, je vois qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que j'accepte de juste parler ou de pas parler ou de mettre de la musique ou autre chose. Mais en tout cas, ça dédramatise un truc parce que je vais voir dans la réalité plutôt que de rester dans ma tête, dans mon ego, à me fabriquer des scénarios qui n'existent pas. Donc en gros, pour résumer, pas de supposition. Et si on a une intuition peut-être sur ce qui pourrait être, ou une émotion que l'autre pourrait ressentir, ou une intuition de n'importe quel genre, de checker avec l'autre, de lui demander clairement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de doute et ça évite une dispute et un mal-être à l'instant T. Je dirais même plus, par rapport à corroborer ce que tu dis, que si je fais une supposition, vu que ça parle de moi et pas de la réalité. Ce qui veut dire que si ça parle de moi, c'est probablement qu'il y a une émotion derrière à aller chercher, à aller identifier, à aller clarifier. Et là, moi, je peux faire mon processus d'auto-questionnement ou en CNV, d'auto-empathie, peu importe. Je peux aller explorer qu'est-ce qui se joue en moi. Quand je pense ça, et on fait l'OSBD classique, ça sera un autre sujet une autre fois. Quand je pense que Megan s'en fout de moi, je me sens parce que j'ai besoin de et en fait, je vais détricoter ma réalité, je vais m'apporter, moi, de la reconnaissance de ce que je vis. Parce que j'ai conscience à ce moment-là qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la situation. Donc la supposition, de toute façon, elle vient. Donc elle n'est pas en lien avec le réel. Mais si elle vient, bah, peut-être qu'elle a quelque chose à m'apprendre sur moi. Deuxième... On passe au suivant. Ouais, deuxième erreur. Vas-y. Du coup, pareil, c'est les autres, c'est la deuxième pépite. Même, je dirais que elle, c'est la numéro 1 que j'ai appris grâce à mes 10 ans de relation avec Fabien. Ouais. Et la troisième en découle aussi. Mais ça, on le dira tout à l'heure. Hein. Je fais un petit open loop. C'est ne pas avoir d'attente. Ne pas avoir d'attente. Ne pas s'attendre à ce que le jour de la Saint-Valentin, Fabien m'offre des fleurs. Ne pas s'attendre à que il me propose de faire un dîner romantique. Ne pas s'attendre à que j'ai spécialement un cadeau le jour de mon anniversaire. Voilà, ne pas avoir d'attente sur la personne parce que tant que tu as des attentes, eh ben, tu seras déçu en fait. Et comment tu fais pour pas avoir d'attente? Parce que moi, je me fais l'avocat du diable. C'est pas réaliste. Des attentes, t'en as. Des attentes, j'en ai. Des attentes, on en a tout le temps. Elles sont inconscientes et elles sont souvent cachées. C'est celles-là qui nous poussent à rentrer dans des jeux de pouvoir. Du coup, tu ne dis pas d'attente. Comment on fait? Oui, parce que ça me vient en tête. J'aimerais tellement que... Alors après, ça découle avec la troisième chose. Ouais, ok. Pour moi, en fait, les attentes, c'est que je me place dans quelque chose de... On peut développer dans celui-là. Hein. Ouais. C'est qu'on se place dans une posture passive, en fait. C'est que t'as envie d'un truc, sauf que tu le dis pas, et t'espères très fort que ça arrive. Une forme de pensée magique, un peu en mode... ça serait tellement bien qu'il pleuvrait aujourd'hui pour que j'aille pas en cours, tu vois. Ça serait tellement bien qu'à Noël, j'ai ça. Enfin, il y a une forme
de passivité face à la vie, Oui, de non-responsabilité. de non-responsabilité, ouais. Qui est d'ailleurs un premier pas dans les jeux de pouvoir, et où, du coup après ça peut très vite dérouler dans, mais en fait je prends pas la responsabilité, c'est à l'autre de penser. C'est très nourri par notre enfance avec Disney, avec tous le truc du prince charmant et compagnie, où on est censé deviner, on imagine, on a ce fantasme de mais l'autre s'il m'aime vraiment, mais il devine mes besoins, Oui. et il prend soin avant même que ce soit conscientisé chez moi. Ce qui découle avec le 3e point. Mhm. L'autre ne sait pas ce qui se passe dans ta tête. Il ne sait pas ce qui se passe chez toi, à ta place. Il peut pas deviner, en fait. Il est pas dans ta tête. Ah bon? À part si t'es high level de télépathie. Il peut y avoir de l'intuition, je peux pressentir, mais je ne sais jamais. Ouais. C'est encore, on revient sur l'humilité, en fait. Ouais. L'autre ne sait pas ce qui se passe à ta place. Il ne peut pas deviner que tu as envie d'un câlin à tel moment. Il ne pense pas à... Il ne sait pas que tu as envie qu'il fasse à manger ce soir. Et du coup, la chose, c'est... si tu attends que l'autre fasse à ta place, si tu as une attente sur l'autre, ou si tu as envie de quelque chose, en fait, il faut le demander. L'autre ne peut pas deviner à ta place. Et plus tu vas attendre à ce qu'il le fasse sans que tu le dises, qu'il devine, plus tu vas être déçu, en fait. Donc moi, le truc que j'ai appris, parce que ça a des attentes implicites, hein, j'en avais des caisses. Et le moment où j'ai appris, genre, bah ok, la vie, c'est pas comme dans les films romantiques, l'autre personne, Fabien, ne devine pas à ma place ce dont j'ai envie et ce dont j'aimerais. Et bah du coup, je fais, ah, bon, je suis un peu descendue d'un nuage, en fait, de l'idéalisme que j'avais de la relation romantique, et juste, je demande, bah écoute, là, ce soir, j'aimerais qu'on fasse un repas aux chandelles. Ou alors, si j'ai envie que ça soit une surprise, qui m'organise un repas romantique, je dis, bah écoute, surprends-moi, dans le mois, tu me prépares un soir un dîner romantique. Et voilà, ça. Comme ça, on a toujours la surprise, j'ai toujours la surprise, mais du coup, comme il peut pas le deviner à ma place, bah, je lui fais la demande. Et du coup, il peut y accéder. Et c'est assumé parce que du coup, quand il y a une attente implicite, c'est un truc que j'ai observé beaucoup, je pense que moi ça a dû m'arriver quand j'ai perçu que tu dois avoir des attentes, et je l'ai perçu chez beaucoup de gens aussi, c'est que si je sens que l'autre il a une attente, je sens une pression. Oui. Et la pression, soit elle me met dans un truc de il faut que je déconne pas, il faut que je sois à la hauteur et que je me mets une pression pas possible, ou au contraire ça peut vraiment me repousser en fait en mode ah fais chier, moi j'ai pas envie. Il y a un truc de tension que ça crée, les attentes. Ah oui, ça crée un jeu de pouvoir. Bah, c'était un deuxième critère, d'ailleurs on fera une vidéo là-dessus, j'avais beaucoup aimé ces 4 critères de la tentative de jeu de pouvoir. On avait dit qu'il n'y avait pas de prise de responsabilité sur mes émotions, sur mes besoins, sur mes envies, sur mes demandes. Un autre des critères, c'est l'attente implicite, c'est le projet implicite sur l'autre. Ça n'est pas dit, mais on sent bien que t'attends de moi que je fasse la vaisselle, que je descende la poubelle ou machin. Et il y a plein, enfin dans toutes les relations en fait, mais c'est naturel. Ouais. Les jeux de pouvoir sont naturels et normaux chez l'humain. C'est juste problématique quand on fonctionne que comme ça et qu'on ne le conscientise pas. Mais c'est normal quoi. Donc ouais, il y a un vrai enjeu à cet endroit-là, de passer de l'attente implicite à l'attente explicite. J'aimerais beaucoup, parce que c'est ok d'avoir des attentes, mais l'attente peut se transformer en demande et pas en exigence. Ça me ferait vraiment kiffer si, je sais pas, si tu m'offrais des fleurs bientôt là, à un moment donné. Ça peut ne pas être tout de suite, parce que sinon, ça peut ça peut avoir j'imagine ça peut être une sorte d'exigence, j'attends de suite, alors qu'en fait, pour moi, quand il y a de l'amour, c'est je te laisse libre. Le fait de refuser ou de pas vouloir répondre à ma demande, et du coup ça c'est une demande et pas une exigence. Alors que si j'ai une exigence, tu vas sentir la tension qu'il y a derrière. Bah ouais. Et du coup moi s'il y a une demande, s'il y a une demande qui vient du cœur de l'autre, moi ça me donne vraiment envie d'y répondre en fait. Parce que je sens ce qui est en jeu, et je me dis, mais moi j'ai grave envie de participer à ça. Alors que si c'est une attente implicite, il y a un truc de je sens la pression, je sens un truc désagréable, j'ai pas envie de jouer à ça. Donc il y a quand même un paradoxe à cet endroit-là. Hein. Ouais. Plus j'ai envie que ça ait lieu,
Et moins je le dis, plus ça risque de ne jamais arriver et de me frustrer. Et plus j'assume que je le veux, plus je diminue l'enjeu, et plus ça augmente la probabilité que ça arrive. Donc, en résumé, pas d'attente. Et l'autre ne peut pas savoir à ta place ce que tu as dans ta tête. Donc, demande. Juste demande. Bah ouais, et du coup, ça vaut aussi pour les émotions, pour les sensations. Enfin, l'autre, il ne sait pas ce que tu es en train de vivre, en fait. Oui, c'est vrai. Donc toujours, mais est-ce qu'on en parle après ? Non, c'est très à propos d'en parler là. C'est que si tu es triste et que tu te sens pas bien et que tu fais scrum gna 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 dans ton coin et qu'il se passe quelque chose, en fait. Tu sais pas trop si tu es triste, si tu es en colère, mais en tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'active et tout. Et que tu coupes la conversation, tout ça, il n'y a plus rien qui se passe. Et au lieu de rester dans ton coin et de rien dire, par exemple, moi, c'est des choses qui peuvent m'arriver, je dis, écoute, Chopino, là, je me sens pas bien, me parle pas. Me parle pas, parce que le moindre truc que tu vas dire, en fait, je vais t'aboyer dessus et répondre à l'inverse, quoi. Ou alors, prends des pincettes dans tout ce que tu vas me dire. Et moi, je sais que dans ces moments, je vais beaucoup plus mettre un focus sur la bouclée, en fait. Parce que je sais que... Et pas la bouclette. Parce que je sais que ça va mettre de l'eau sur le feu inutilement. De l'eau, non. Au contraire, de l'huile sur le feu. Et que justement, la fermer, ça va mettre de l'eau sur le feu. Parce que je vais pas rajouter du bordel sur son bureau. Je vais pas alimenter... Enflamme-toi. Non, j'ai pas envie que tu accentues. Donc... Et puis on sait très bien comment ça se passe. On l'a déjà fait des centaines de fois. Tu l'as déjà fait des centaines de fois. Quand il y a un feu qui s'allume avec la personne avec qui t'es, tu rajoutes de l'huile. Tu vois bien ce qui se passe. Donc la proposition ici, c'est d'arrêter de mettre de l'huile. Après, on peut apprendre à mettre de l'eau, mais déjà, si on arrête de mettre de l'huile, c'est bien. Déjà, c'est cool. On se rend la vie plus douce, quoi, plus simple. Et cette phrase qu'on disait de l'autre ne sait pas à ta place, du coup, ça veut dire que tu ne sais pas à la place de l'autre non plus. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Et ce qui veut dire que du coup, je ne sais pas comment l'autre se sent. Même si j'ai une idée de elle a l'air triste. Je sais pas. Des fois, ça peut m'arriver de me dire elle a l'air blasée, la Mégane, elle a l'air triste. Et puis je lui dis, je lui partage mon ressenti. Et puis il me dit non, pas du tout, je suis juste fatigué. Ouais. Et si moi je suis coincé, on dit mais si t'as l'air vraiment triste. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils appuient, ils viennent te plaquer ton étiquette parce qu'ils sont vraiment sûrs que tu es tel que tu es. Que tu es tel qu'ils pensent que tu es. C'est compliqué ce soir. Et c'est faux en fait. Ça ne colle pas avec la réalité de l'autre. Ouais. Donc quand toi tu me renvoies le feedback de Fabien, non, je suis juste éclaté. En fait, moi ça me fait ma mise à jour de mon OS et je fais ok. Mais ça va en fait. En fait, c'est bon. Donc voilà, il y a vraiment ce jeu-là de sortir de ce jeu de devin, là, de Madame Irma, de je sais pour l'autre, de l'autre c'est pour moi. On n'en sait rien. On peut avoir des intuitions, mais on va venir les valider, on va venir les proposer à l'autre. J'ai l'impression que, je me dis que, et je vais toujours chercher à formuler à l'interrogatif, en fait. Ouais, ce qui boucle avec le premier point de pas de supposition, en fait. Exactement. Pas de supposition et toujours checker avec l'autre. Comme ça, on est dans ce qui est vraiment vivant là à l'instant T. On sort de nos manteaux, nos manteaux respectifs. On sort d'une sorte de vision fantasmée pour revenir à là tout de suite. Comment est la relation là tout de suite ? Comment je suis moi dans mon état interne ? Comment elle est dans son état interne ? Et juste on deal avec ça, quoi. Ça remet beaucoup de simplicité dans la relation, en fait. Alors, point suivant. Point suivant, ne pas discuter si on est activé. Ça, c'est un truc tout bête qui est venu assez récemment avec la CNV quand je m'y suis formé. C'est un basique qui peut vraiment économiser énormément d'emmerdes, énormément de conflits, énormément de tensions et d'émotions non nécessaires. C'est-à-dire que quand je suis activé et que je vais lâcher une petite pique, lâcher un truc, chercher à parler à l'autre, chercher à faire une demande, un truc dans ces moments-là, c'est une putain de mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée puisque je suis activé. Donc je mets ma tension, je lance ma tension à partir d'un endroit tendu. Il y a toutes les chances que ça vienne toucher une tension chez l'autre. Et vas-y qu'après on joue au ping-pong et après c'est
c'est pas terminé, quoi. Donc il y a vraiment ce truc d'apprendre à repérer quand je suis activé. Quand je dis je suis activé, c'est que tu sens ta structure, elle est percutée. Tu sens que t'es énervé, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a touché. Tu sens que t'es plus dans ton état habituel où voilà, tu avances dans la vie librement, machin, et tu sens que... T'es plus à l'état de neutralité, t'es plus à l'état calme et imperturbable. Tu sens que t'es un petit peu... Dans la barque, là, t'es un petit peu gigoté. Et que l'autre, il va te rajouter des petits trucs et du coup, ça fait... Et quand on est sous stress comme ça, le champ des réactions possibles se diminue drastiquement. On n'a plus que quelques façons d'être. Et du coup, c'est nos automatismes qui reviennent au galop. Et là, pareil, on renvoie vers l'énéagramme et vers les mécanismes automatiques de chaque personne, ce qui te permet de comprendre comment toi tu fonctionnes sous stress. Ça va être extrêmement éclairant. Ouais. C'est ce qu'on fait avec nos clients d'ailleurs lorsqu'on les accueille ici. C'est d'apprendre à repérer comment, quand les deux sont en tension, ça va interagir. Nous, on connaît parfaitement nos tensions et nos pentes. Donc, quand on se voit arriver là-dedans, on essaye de vraiment pas rentrer éviter dans le... Éviter de mettre du sel sur la plaie ou de tourner le couteau dans la plaie, quoi. On va faire ouh, alors je prends un petit peu de distance. J'ai pas trop le... Même si... on est ouvert à la discussion et tout, parfois juste le fait de faire une micro-critique sur un truc, vu qu'on est deux êtres émotionnels et que les critiques pour nous c'est encore assez touchy. Peu importe le niveau de développement personnel et tout, ça reste toujours quelque chose qui nous touche beaucoup. Alors si en plus on est fatigué, on a eu une journée de merde, y a, sur la route, il y a quelqu'un qui nous a grillé la priorité, je sais pas, ou alors on a eu un mauvais mail, un mauvais message, et que Fabien arrive à la maison et que Megan a dit « T'as pas fait la vaisselle ?» Alors là, wouh c'est le scénario idéal pour déclencher une dispute et voilà, de couper le lien. Et en gros, et si on rentre là-dedans à ce moment-là, on va passer des heures, des jours à foutre du bordel et on va mettre du temps à rattraper ces quelques secondes où on aurait pu fermer notre gueule. Oui, parce qu'en gros, la petite pépite d'or là-dedans, c'est que quand on est activé émotionnellement, ou quand on a un brouillard mental, ou quand on a un nœud au niveau de l'estomac ou des entrailles, par une situation, par la fatigue, tout ça, qu'on voit que notre batterie est très basse et qu'on a vraiment de la patience pour rien du tout, c'est pas le moment de attaquer l'autre sur sa pente égotique, sur la pente glissante. Mauvaise idée. Et de deux, d'avoir des sujets qui demandent de la patience, de l'empathie. Mauvaise idée. Et c'est pas le moment aussi d'aborder ensemble des sujets qui pourraient être touchy entre nous, tu vois, des sujets idée. Sur lesquels on serait pas d'accord et que du coup, voilà, c'est pas le moment en fait. Dès qu'on est activé l'un et l'autre, c'est pas le moment de discuter en fait. Et c'est le moment de plus se recentrer sur toi. En fait, généralement, on le capte un peu au dernier moment. Je suis fatiguée, je suis activée émotionnellement. Fabien va dire un truc, et du coup, je suis là. Donc attends, est-ce que... Bon, j'imagine en méta. Est-ce que soit je réponds, je renvoie une pique, ce qui arrive. On n'est pas parfait, ça arrive. Ou alors, à ce moment-là, je dis... Ouh, alors là, Fabien, c'est vraiment pas le moment qu'on aborde ça. Je pense que je vais aller dans la chambre et soit pleurer un coup, ce qui arrive très souvent, qui est très passé chez moi, ou alors juste avoir du temps seul, sans bruit et sans personne qui m'embête, ou alors faire un peu d'auto-empathie pour voir, parce que si c'est passé ça, c'est qu'il y avait des besoins en moi qui n'étaient pas reconnus, ou que voilà, et juste pour moi me remplir ma jauge d'empathie et d'amour. Et après, ok. Et après, de dire, ok, c'est bon, maintenant on peut discuter, on peut parler de sujets touchy ou pas, ou alors un autre jour, hein, c'est pas forcément sur la même journée. Hein. Ouais. Mais surtout, quand on voit qu'on est activé, prévenir l'autre et dire que, écoute, là, j'ai pas du tout de patience de parler de ça, ou j'ai pas la patience de t'écouter te plaindre, par exemple, parce que j'ai déjà beaucoup à faire moi, donc
Toi, si tu te plains et que tu rajoutes du bordel sur mon bureau, là, en fait, j'ai pas de patience, c'est pas possible. Enfin, voilà, tout ça. J'espère que c'est assez clair. Ouais, carrément. C'est très clair. Et je pense qu'il y a un élément qui peut t'aider et qui peut créer le déclencheur, le déclic pour la conscientisation. C'est ce qu'on avait proposé aux deux personnes au couple qui étaient venus à la maison. C'était d'avoir un symbole qui permette de tous les deux se rappeler, avoir une sorte d'ancrage en fait. Donc que ça soit un objet, que ça soit un mot où on dit stop, où on dit besoin, où on dit Willy Waller, où on dit n'importe quel mot, ou tabarnak, n'importe quel mot qu'on peut balancer comme ça, ou si on a un objet, un truc, comme ça signifie à l'autre, à tous les deux en fait, on prend conscience. Là on s'embarque sur une mauvaise piste, là, sur une pente glissante si on continue. Donc stop, ça peut être le déclencheur pour faire tout ce que a dit Megan, qui est ok, je me tais, je la ferme, je retourne dans ma caverne, dans ma bulle, me recentrer, m'amener de la douceur, de l'amour. Si c'est de la colère, ça peut être aller défoncer un sac de frappe, courir dehors, enfin, peu importe la façon qui te fait du bien pour te recentrer, pour vivre ton émotion et pour l'accueillir et pas pour la foutre sous le tapis. Et à partir de là, tu vas retrouver des moyens et des moyens pour retourner vers l'autre plus tard. Mais peut-être que, comme tu dis, c'est des jours après, pour la discussion en tout cas. Mais voilà, il y a vraiment cette phase de s'extraire très très vite de la situation. Dès qu'il y a la moindre alerte, dès qu'il y a quelque chose, ou dès que ça commence à monter et ça risque de se dégénérer, faut vraiment s'esquiver. Pas pour fuir la confrontation, pas pour être dans une esquive et machin. C'est juste que si on y va, en fait, on va abîmer la relation, on va abîmer le fil, on va abîmer le lien, la corde relationnelle. Et on veut pas ça parce que ça prend du temps à être rétabli après on en veut à l'autre, on a de l'amertume, on n'est plus dans une perspective de connexion et de nourrissement du lien, on a brisé, il y a quelque chose qui est brisé, il y a quelque chose qui s'est cassé, le cœur s'est fermé, on le sent, je le sens très clair, donc vraiment on évite en fait. Donc dès qu'on peut, on s'extrait de la situation, ça ne peut être que quelques minutes, et on va s'économiser un sacré paquet d'emmerdes. Ouais, tout à fait. C'est en gros, tu dégoupilles la grenade, est-ce que tu restes avec ta grenade dans la main ? On garde la grenade comme ça dans la main, ou alors est-ce qu'on la lâche et on part chacun de son côté ? Enfin voilà, c'est une petite bien imagée quoi. Ouais. Bref, d'être dans cette prévention, comme toujours prévention des conflits inutiles et prévention de tout ce qui peut dégénérer. Je crois que tu as compris l'idée. Vraiment, pour moi, c'est une clé absolue, mais apprendre à la fermer en fait, pour éviter la moindre petite pique qui va sortir parce que je vais appuyer sur l'autre. Mauvaise idée. 5e erreur, j'y vais ? Vas-y. Rejeter la réalité de l'autre. Ça, c'est violent parce que c'est encore une fois quelque chose qui est extrêmement fréquent dans plein de relations. Rejeter la réalité de l'autre, c'est-à-dire c'est en fait un déni de ce qu'il vit. C'est un truc que j'ai, par exemple, quand on a fait cette rando là il y a quelques mois. On peut faire un exemple, bah oui. Un vie réel. Bah, l'exemple d'il y a quelques mois justement. Oui. Quand on était en rando avec Meg, elle était triste parce que je sais plus exactement pourquoi, mais t'avais de la tristesse. Et en tout cas, t'étais activée. J'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, d'aller à la plage, de passer un bon moment. Et résultat, on était en vacances et il pleuvait. Et du coup, moi, j'étais pas contente, j'étais triste. Et je suis allée voir Fabien et je lui dis, parce que moi, à ce moment-là, c'est impossible de mettre des mots sur des trucs. J'étais, je suis pas bien. Et moi, je savais pas encore ce que c'était l'empathie. Je n'ai pas fait de stage de CNV et je fais encore plein de conneries. Du coup, je lui dis, mais t'as pas de raison d'être triste, t'es en vacances, putain, c'est bon, t'es en vacances et tu trouves le moyen de râler. Et là, évidemment, je rajoute un petit truc dans la coupe. Mauvaise idée, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a explosé, ça a augmenté, elle est partie en drama, je suis parti en drama, on s'est activé, on a mis une bonne heure et demie avant de se recentrer, avant de percer l'abcès, lors de la balade sous la pluie. Non, pas sous la pluie, sous la grêle. Ah oui, c'était cerise sur le gâteau. Ouais. Cerise sur le gâteau. Et juste au moment où Fabien a eu un déclic, en fait, il s'est arrêté de parler, et juste il m'a pris dans ses bras. Et en fait, c'était juste ça que j'avais besoin. Bah oui, il y a un moment donné où en fait il y en a un qui doit rien du tout, mais le premier qui a plus de moyens que l'autre, il met son genou à terre, genuflexion, humilité, et il tend une main, il tend un bras,
il va faire un effort parce qu'il a plus de ressources que l'autre pour amener la réponse la plus appropriée, en fait, qui ici était juste un câlin, effectivement, du soutien. Mais au début, j'avais pas les moyens de lui donner. Donc, c'est là où l'auto-empathie elle a un rôle fondamental. C'est que quand moi-même je suis activé, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'empathie. La première personne qui peut m'en amener, c'est moi-même. Et c'est ça qui permet derrière de se recentrer, de revenir à une forme de neutralité, de revenir au centre du centre, pour là, à partir de là, amener ce qui est pertinent dans la situation. Et c'est souvent de l'empathie d'ailleurs. Donc ouais, un simple câlin, ça, pareil, ça suffit en fait. Et là, on verra vers la vidéo qu'on fera bientôt sur l'erreur classique dans les couples entre le mental et l'émotionnel qui se comprennent pas et où justement, à chaque fois, ça va taper au même endroit. Et c'est typique de ce que j'ai fait là, c'était tu n'as pas de raison d'être triste. Donc pour revenir à ce que je disais comme 5e erreur, j'ai rejeté sa réalité. Oui. Elle vit une tristesse pour une raison qui la regarde, peu importe la cause. Et moi, je suis là, tu devrais pas être triste, tu devrais pas être toi en fait. La violence. Là, ça fait... Bah ouais, c'est du déni d'altérité et c'est super violent quand on nous le fait à nous. Pourtant, on passe beaucoup de temps à faire ça et à dire à l'autre qu'il ne devrait pas dire, qu'il ne devrait pas faire, qu'il ne devrait pas ressentir. Donc on dit à l'autre, ne sois pas qui tu es. Qui tu es, c'est pas ok. Putain, c'est violent. Oh, oui, déni d'altérité, c'est ça que ça veut dire. En fait, l'autre n'a pas... C'est pas logique qu'il soit lui, en fait. Il ne peut pas être lui. Plus que pas logique, c'est que c'est pas ok. Ouais. C'est qu'il devrait être autre chose que ce qu'il est. Non, c'est pas ça. Tu devrais être joyeux, puisque, je sais pas, t'as de l'argent, t'as un métier, machin, tu devrais être heureux. Ou tu devrais travailler. Qu'est-ce que tu fais là sur ton canapé? Ou tu devrais profiter de tes vacances, là, puis tu devrais aller marcher là. Mais d'où on revient sur là, je ne sais pas pour l'autre. Hein. Je ne sais pas ce qui est bon pour l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est important pour l'autre. Je reviens à ma réalité. En fait, chacun sa réalité, quoi. Chacun sa responsabilité. C'était un des trucs, un des piliers de, comment il s'appelait là, Ichiro Kishimi, dans Avoir le courage de ne pas être aimé. Quand il parlait de la séparation des tâches, chacun a sa propre tâche à lui. Et le truc, c'est qu'on passe notre temps à se mêler des tâches des autres, le parent avec son enfant, le mari avec sa femme, dans tous les sens, en fait, on se mêle de la vie des autres et on croit bon de dire aux autres ce qui est bon pour eux. On résume les 5 points et après on conclut rapidement. Ouais, carrément. Donc, premier point, pas de supposition. Et je reviens avant même le premier point, c'est que c'est beaucoup plus simple d'éviter ces 5 erreurs que de chercher à faire quelque chose de particulier. Donc deuxième erreur, c'est pas d'attente, dans le sens où je peux avoir des attentes, mais au moins je les conscientise. Et si je vois que j'ai une attente, je peux la transformer en une demande qui est appuyée sur mes besoins, où j'exprime à l'autre ce qui me ferait kiffer dans ma vie, ce qui me ferait kiffer, et je lui demande explicitement. C'est pas juste, ça serait vachement bien que tu m'offres un cadeau. C'est non, j'aimerais vraiment un cadeau, une surprise un de ces prochains jours. Est-ce que tu serais d'accord parce que pour moi, peu importe. Mais une demande qui est ancrée dans un besoin pour éviter des attentes implicites. Parce que, troisième point, l'autre ne sait pas à ta place ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur. Donc, comme il ne sait pas, fais la demande. L'autre, tu ne sais pas pour l'autre et l'autre ne sait pas pour toi. Ça marche dans les deux sens. Donc, on n'est pas des Madame Irma. On va checker la réalité de l'autre. On va se checker pour vérifier ce que je perçois de toi. Là, est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens, ce que tu perçois, et ainsi de suite. Ce qui d'ailleurs, ça on l'a pas dit, mais quand moi je suis activé et que je le sais pas forcément, ou qu'il y a une couche de déni, elle peut avoir une intuition, elle le sent très bien ça. Oui. Mais elle va quand même checker, elle va me dire, Fabien, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Parce que j'ai l'impression que t'as l'air... Non, je lui dis en fait, comment tu te sens? Ou ça va? Ouais, c'est tout. Et souvent elle tape juste, dans le sens où si elle l'a senti, c'est que moi je me sens activé, je me sens triste et où je le sais pas encore. J'ai réprimé ça et ça me permet de me ramener dans mon ressenti et de dire bah oui, parce que et là c'est parti, ça circule. Mais elle m'impose pas. Elle vient proposer un miroir de je perçois ça, est-ce que ça fait du sens pour toi? Donc je sais pas pour l'autre, par contre je peux lui proposer ma vision, je peux le questionner, je peux être dans une posture d'ouverture. Voilà. Oui, je pense que c'est bon. Ouais.
Et du coup, quatrième point, de ne pas discuter si l'un ou l'autre est activé. Et juste silence, respire et va digérer dans ton coin avant de revenir discuter. Ouais, éviter de rajouter du bordel autant que possible. Et cinquième point, cinquième erreur, c'est de rejeter la réalité de l'autre, c'est le déni d'altérité, de faire sentir à l'autre que qui il est n'est pas ok, que qui il est un problème. C'est c'est un des pires trucs qu'on puisse faire en fait, c'est un des trucs les plus violents, pourtant on fait beaucoup. Donc c'est et c'est là où on fera le pont avec l'empathie, c'est finalement de laisser l'autre être l'autre, quoi qu'il dise, quoi qu'il sente, quoi qu'il ressente. Je peux ne pas le comprendre, je peux être dans un autre mode, pourtant c'est sa réalité. Donc c'est là encore une démarche qui invite à chacun, comment dire, à garder en tête que je parle depuis mon point de vue, elle parle depuis son point de vue, et que les deux sont ok, les deux ne s'opposent pas, les deux ne sont pas antinomiques, les deux sont tout à fait c'est tout à fait ok en fait que moi je pense ça et qu'elle pense ça, et il y a un endroit où on peut se rejoindre, il y a un endroit où on peut s'écouter, il y a une interface de la relation dans laquelle on peut communiquer. Ah, pour toi c'est comme ça, ah mais pour moi c'est comme ça, mais on en discute, on n'est pas dans non mais t'as tort, où on rentre dans une confrontation inutile. Donc voilà, déni d'altérité, pas bon, enfin en tout cas c'est pas ouf. Si ça t'intéresse de creuser ce sujet plus amplement, on t'a fait un atelier dans lequel on te partage plein de pépites, là pour le coup, de choses que tu peux faire, entre guillemets. C'est plein d'idées en tout cas dans lesquelles tu peux piocher et qui vont mais grandement améliorer la qualité de ta relation et de tes relations. Donc si ça t'intéresse, tu auras une fiche ou un lien ou je sais pas quoi pour y accéder. Franchement, on te partage, dans nos 10 ans, ce qui a été le plus précieux et ce qui, je pense, peut être vraiment précieux dans tellement de relations. Voilà, on est tout bon ? On est bon. Eh bien, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce, tu peux mettre en commentaire si tu as des questions ou des retours, si tu veux qu'on traite certains sujets. Ouais. On reparlera d'empathie, on reparlera de plein de sujets. Qui sont connexes à cela. Voilà, partage cette vidéo à des couples, hein. Je pense que ça peut grandement aider. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.